demandez à n'importe quel kidam dans la rue ce qui différencie le Canada de la Russie sur le plan politique. Il vous dira certainement que, contrairement aux Russes, les Canadiens vivent en démocratie car leurs élections sont libres et compétitives. C'est vrai, mais c'est une vision très limitée de la démocratie. En effet, la démocratie fait référence à beaucoup d'autres aspects, dont la liberté d'expression, un concept qui se mesure à la capacité qu'ont les gens qui ont une opinion dissidente à l'exprimer sans avoir à craindre de subir les conséquences. L'incapacité à exprimer cette dissidence est en fait inhérente à une dictature où les gens qui expriment des opinions qui déplaisent à l'ordre établi sont emprisonnés, voire même tués. Or, sur cette base, peut-on réellement affirmer que les gens au Canada et dans les autres démocraties libérales sont réellement libres d'exprimer des points de vue divergents sans craindre les moindres représailles? La réponse est non, et c'est la raison pour laquelle il y a lieu de s'en inquiéter. La censure est malheureusement de plus en plus répandue dans les sociétés libérales, à tel point qu'il y a réellement effritement de la différence entre une dictature et une démocratie. Commençons par la culture de la cancellation, des woke, qui se permettent d'annuler des conférences sur les campus universitaires ou ailleurs, au Parlement canadien, on le sait déjà depuis février dernier, n'est-ce pas? Sans que ceux-ci ne soient soumis à aucune conséquence. Dites quelque chose qui déplaira à ces gens et ils vous réduiront impunément au silence. Si ce n'est pas de la censure, je me demande bien de quoi il s'agit. Voyez également ce qui se passe désormais avec les ordres professionnels, suite au refus de la Cour suprême d'entendre l'appel du psychologue Jordan Peterson. Puni pour avoir tenu des propos qui déplaisaient, son ordre professionnel lui a imposé ni plus ni moins qu'une rééducation, soit un cours obligatoire sur la manière de se comporter en ligne. Le refus de s'y soumettre ou une récidive mènerait inévitablement à sa radiation. Cela est grave, car ces ordres, qui régissent une multitude d'emplois, ont maintenant le droit de vous punir et de menacer votre gagne-pain pour avoir dit des choses sans lien avec la profession, mais qui déplaisent. Qu'en est-il de la fameuse liberté académique des professeurs d'université? Jadis, une garantie qui permettait aux chercheurs de s'exprimer librement sans risquer d'être congédiés. Une garantie essentielle pour faire avancer les connaissances scientifiques qui évoluent toujours par ce qu'on appelle une rupture de paradigme, c'est-à-dire une remise en question complète des croyances actuelles et leur remplacement par un nouvel ensemble de normes. C'est ainsi que fonctionne la structure des révolutions scientifiques, par la rupture de l'ordre établi. Voilà pourquoi il faut donner cette liberté aux chercheurs, mais aussi pour leur permettre d'éclairer les débats publics en disant des choses qui peuvent déplaire, afin justement de susciter un questionnement social. Si rien n'est jamais remis en question, les sociétés sont alors vouées à la stagnation et à l'incapacité de saisir ce qui peut clocher. Or, celle-ci a disparu depuis l'affaire Patrick Provost. Quel professeur osera maintenant remettre en question l'ordre établi, critiquer les dogmes défendus par la gauche au risque de perdre potentiellement son emploi? Vous privez de votre gagne-pain. Voilà la principale menace de cette censure. C'est comme ça qu'on détruit graduellement, lentement mais sûrement, la liberté d'expression. Nul besoin de jeter les gens en prison comme en Russie, me direz-vous. Nous sommes plus civilisés et respectueux des droits humains, n'est-ce pas? Eh bien non, car dans les dictatures, bien avant d'emprisonner les gens, qui demeurent une mesure de dernier recours, car trop sujette à être publicisée, ces régimes menacent les dissidents de leur faire perdre leur emploi ou de les priver d'une promotion au boulot. La méthode est exactement la même, tant et si bien que la seule différence entre les démocraties et les dictatures ne réside désormais plus que dans la capacité de voter librement. La différence n'est désormais que procédurale, car sur le fond, ces deux types de sociétés tuent le débat et le dialogue. Toutes deux cherchent à imposer une seule et unique manière de penser. Mettez tous ces éléments en parallèle avec les différentes mesures restrictives mises en place récemment.
banalisation des mesures d'exception, des états d'urgence, des menaces de censurer non seulement certains messages sur les réseaux sociaux sur la base de critères extrêmement vagues et de plus en plus subjectifs. Jetez un coup d'œil au Communications Act britannique de 2003, plus particulièrement à l'article 127, mais aussi des réseaux sociaux tout entiers, comme X, l'ancien Twitter, accusé par certains d'être le pire ennemi de la démocratie. Ennemi de la démocratie? Pourquoi au juste? Car ce réseau permet la dissidence et la critique. Voyez la logique. La divergence d'opinion est désormais devenue assimilable à une attitude antidémocratique, alors qu'elle devrait au contraire être l'essence même de la démocratie. Signe hautement explicite que les gens ne savent même plus de quoi ils parlent lorsqu'ils utilisent le mot démocratie ou liberté, dont la signification n'est plus qu'une simple marque de yogourt. Il y a un sérieux dérapage ici et trop peu de personnes ne le réalisent. Pourquoi? Trop effrayés. Ces gens préfèrent garder le silence, se replier dans leur sphère privée, ne rien dire ou faire semblant de croire à ce que les médias disent, en se disant que c'est la meilleure manière de conserver leur gagne-pain et d'être laissés en paix. Comme ils ne se sentent pas inquiétés, ils se pensent libres. Bref, comme les Russes que vous plaignez tant.